Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le traditionnel Mid-Year Freakout Book Tag. J'oublie tout le temps dans quel sens se mettent les mots, mais bref, c'est le petit bilan de cette mi-année parce que ça y est, on est déjà en juillet. Encore une fois, je n'ai pas vu le temps passer. Ça signifie aussi que la dernière vidéo que j'ai postée date déjà d'il y a un petit peu plus d'un mois. Et à ce propos, je voulais vous remercier, mais du fond du cœur, pour votre soutien et vos réactions sur cette dernière vidéo, sur le petit vlogdate panne de lecture que je vous ai fait. Parce que je pense que, non, en fait je suis sûre qu'en 5 ans sur Booktube, je n'avais jamais reçu autant de commentaires, autant de love, autant de soutien. Et pourtant j'en reçois déjà beaucoup, mais là vous vous êtes déchaînés. Et vraiment merci parce que je ne vous ai pas encore répondu, mais je vous ai lu et vous m'avez reboosté d'une force. Vous imaginez même pas. Bon, je pense qu'on va avoir pas mal de changements de lumière parce que tout comme ce début d'année 2023 en termes de lecture pour moi, le temps est mi-figue, mi-raisin, mais ça ne va pas nous arrêter. Comme je vous disais, je suis vraiment reboostée. Je pense que ma panne de lecture est terminée puisque ça y est, non seulement j'ai envie de lire plein de trucs, mais en plus, et c'est le plus important, enfin non, le plus important c'est d'avoir envie, mais c'est bien quand les deux vont ensemble, j'arrive à ouvrir un livre et à lire plus de lignes d'affilée. Je crois que ça y est, mon cerveau a trouvé l'apaisement et la capacité de concentration. Et voilà, je me sens beaucoup mieux que la dernière fois que j'ai filmé. Bref, la roue tourne à tourner. Et voilà, je suis prête à me remettre dans le bain, même si j'aurais toujours peut-être pas un rythme de lecture effréné et donc pas un rythme de vidéo effréné non plus. C'est déjà un bon début et l'envie est là. Et je pense que c'est l'essentiel. Bref, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Puisque j'ai beaucoup moins lu que d'habitude à ce stade de l'année, j'avais forcément beaucoup moins d'options pour répondre aux questions du tag. Et ça n'a pas toujours été facile parce que, comme je vous le disais juste avant, cette année a été vraiment en demi-teinte. Pour le moment, j'ai malheureusement pas eu d'énormes coups de cœur comme j'en ai de temps en temps. Forcément, j'ai moins lu, donc statistiquement, j'ai moins de chances d'avoir des trucs que j'adore. Mais ouais, c'est pas une année incroyable pour le moment. J'espère vraiment que ça va se rattraper sur la deuxième moitié de l'année. Et à l'heure où je vous parle, j'ai lu 28 livres. D'habitude, à ce stade de l'année, j'en suis plus à presque une quarantaine, je pense. Donc voilà, vous voyez que j'ai quand même vachement moins lu que d'habitude. Mais c'est pas grave, j'avais quand même de quoi faire pour répondre à ce tag. Et la première question, c'est quelle a été ma meilleure lecture de cette année pour le moment? Et là, je dois dire que je pense que ma meilleure lecture, mais c'est un peu de la triche, ce sera ma lecture en cours. Mais ça je peux pas le savoir parce que je suis loin de l'avoir terminé, j'ai lu même pas un quart et de toute façon c'est un livre que je vais vous représenter pour une question ultérieure. Mais du coup, je dirais que ma meilleure lecture de ce début d'année pour le moment, et attention, je pense que cet événement est à marquer d'une pierre blanche sur ma chaîne, j'ai enfin terminé toute la série de comics Paper Girls. Série dont je vous parle depuis vraiment le tout début de cette chaîne, donc depuis 5 ans. J'avais lu les 3, 4, peut-être même 5 premiers tomes assez rapidement et le dernier, le 6e, n'était pas encore sorti. Et quand il est sorti, je l'ai acheté immédiatement, mais je l'ai pas lu tout de suite parce que je me suis dit je vais relire toute la série parce que c'est assez compliqué. Et c'est enfin chose faite et mon dieu, mais je suis tellement contente d'avoir terminé cette série, d'avoir retrouvé mes Paper Girls que j'adore. 6 petits livres à lire d'un coup, c'était plutôt cool. Je me suis pris une soirée, là il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, une soirée et la journée du lendemain entière pour me refaire les 6 comics tranquillement. Et j'ai adoré. Si vous voulez vous lancer dans Paper Girls, je vous conseille en effet de ne pas laisser passer trop de temps entre chaque tome parce que c'est une série qui parle de voyage dans le temps. Nos 4 personnages principaux, nos 4 Paper Girls vont faire des bonds dans le temps, dans leur futur, dans leur passé. C'est assez compliqué,
Il est aussi question de guerre temporelle, si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs factions qui se battent dans le temps, dans plusieurs époques. Il y a plusieurs personnages qui se croisent et nos Paper Girls, elles sont un petit peu prises au milieu de tout ça par erreur. Et on va suivre leurs péripéties, leurs aventures, leurs amitiés. C'est une belle série qui parle vraiment d'amitié, de sororité, de solidarité, qui aborde des sujets qui sont assez importants et qui les aborde tout en naturel. J'ai trouvé ça très très bien fait, j'ai trouvé ça attachant. J'ai failli lâcher ma petite larme sur la fin parce que j'étais émue. Ça fait 5 ans quand même qu'elle m'accompagne dans un petit coin de ma tête et que j'avais jamais eu le fin mot de leur histoire. Et maintenant, ça y est, c'est terminé. Et voilà, j'ai adoré cette série. La meilleure suite de saga que j'ai lue cette année, et j'en ai lu assez peu. D'ailleurs, depuis ma vidéo bilan 2022, où je faisais le classement de priorité de mes sagas en cours, depuis ça, j'ai décidé d'en abandonner plusieurs, mais je vous en reparlerai peut-être une autre fois, peut-être dans un vlog ou un truc comme ça. Mais j'ai lu assez peu de suites de sagas pour le moment, et je vais vous parler de la suite et fin de la trilogie Rempart de M.R. Carré, avec le 3e livre, donc les épreuves de Colis. Le livre de Colis, les épreuves de Colis. Non, la chute de Colis, qui je trouve a été une très bonne clôture, voilà, une très bonne fin de saga à laquelle je ne m'attendais pas. J'en ai parlé dans un point lecture, je pense, en début d'année. Il y a des petits plot twists que j'avais pas du tout vu venir, alors que je suis assez peu naïve comme lectrice. J'ai tendance à beaucoup deviner ce qui va se passer, et là j'ai été surprise. Pourtant maintenant que j'y repense, je me dis ça paraît un peu évident. C'est une saga que j'ai trouvée assez intelligente, qui apporte un petit vent de fraîcheur en termes de SF, d'anticipation, de dystopie, et qui a des personnages qui sont vraiment chouettes à suivre. J'ai trouvé que dans ce 3e tome, il y avait des petits pans de l'histoire qui étaient un peu sous-exploités à mon goût, en tout cas que des moments de l'action, des endroits où se sont retrouvés nos personnages que j'aurais aimé voir prendre un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus d'importance. Mais je trouve que M.R. Carré a vraiment construit une série assez solide, intéressante, et qui m'a tenue en haleine tout du long. Et c'était vraiment chouette. Je dois vous parler d'une sortie récente que je n'ai pas encore lue mais qui me tente énormément. Et là j'ai envie de parler de Swan Song, les 2 tomes de Robert McCammon, qui est sorti il y a quelques mois à peine, quelques semaines peut-être même, chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un genre j'allais dire de post-apo, mais non, puisque l'apocalypse a lieu pendant que les livres se déroulent, quoi. Mais j'ai extrêmement hâte de lire ces livres. D'ailleurs c'est la lecture du book club de l'été chez Cornelius, donc je les ai déjà achetés, c'est prévu, je compte les lire cet été. Je pense que ça va être génial. J'adore les récits de fin du monde, j'adore les récits qui suivent plusieurs personnages en parallèle, et c'est le cas dans Swan Song. Et pour l'instant, de tous les gens que je connais qui ont déjà lu la saga, tout le monde a l'air d'avoir adoré. Ça a l'air d'être un page-turner divertissant, enfin ça a l'air génial. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de lire ces 2 tomes, forcément. Maintenant, une future parution que j'attends avec impatience. Encore une fois, je vais parler de Monsieur Toussaint Louverture, qui va publier cet automne, en octobre il me semble, un nouveau livre de Michael McDowell, qui sera dans la même ligne éditoriale, dans la même charte graphique que les Blackwater que j'ai adoré lire l'année dernière. Il s'agit des Aiguilles d'Or. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai pas voulu lire le résumé, je sais juste que je pense que je vais adorer. J'ai hâte de pouvoir lire un autre roman de Michael McDowell. Si vous avez aimé Blackwater d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais restez à l'affût sur le site de Monsieur Toussaint Louverture, parce que de temps en temps il drop des petites nouvelles de l'auteur gratuitement en e-book. J'en ai déjà lu une ou 2 il me semble, c'est très court, c'est très divertissant, c'est toujours un peu horrifique et tout, j'adore. Mais là d'avoir un nouveau roman cet automne qui en plus je crois va faire un petit peu plus de 500 pages, mais quel bonheur, j'ai trop hâte. Et à part ça, j'espère que Gallmeister va nous traduire très prochainement
le nouveau Tiffany McDaniel qui est sorti en anglais il y a quelques mois, encore une fois, en ce début d'année, qui s'appelle On the Wild Side, il me semble, en VO. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais qu'on va suivre des jeunes femmes, il me semble, toujours en Ohio, là d'où est originaire l'autrice, et là où elle écrit, où ses histoires se déroulent dans Betty et dans L'été où tout a fondu. Encore une fois, maintenant que je fais entièrement confiance à Tiffany McDaniel, à ses histoires et à sa plume, je veux pas trop savoir de quoi ça parle. Mais j'ai trop hâte de lire cette prochaine parution. J'espère que Gallmeister va encore nous faire un travail incroyable sur les couvertures, parce que je trouve qu'ils font des bien plus belles couvertures que les couvertures originales en VO. Dès qu'il sort, je me jette dessus, c'est sûr et certain. La plus grosse déception de ce début d'année, j'en ai eu quelques-unes, je pense notamment à Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro, qui est un livre qui ne présente pas grand intérêt pour moi, surtout quand on sait que l'auteur est hyper acclamé, qu'il a reçu énormément de prix, qu'il est très prolifique et tout. Mais ça encore, ça va, il y avait quand même des points très intéressants dans Clara et le soleil. Ma plus grosse déception de cette année, c'est notre lecture du book club de juin. On a décidé de lire La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, encore une fois publié chez Gallmeister d'ailleurs dans leur collection Totem, et j'ai tout bonnement détesté ce livre. Je n'y trouve pas beaucoup de points positifs, j'ai pas du tout aimé la plume, j'ai trouvé le style assez agaçant, assez lourd. J'ai trouvé les personnages sans intérêt, j'ai trouvé les thèmes abordés et vraiment ce sur quoi se base l'intrigue d'une facilité et d'un manque cruel d'imagination. Et ouais, j'en avais entendu des avis assez mitigés, des gens qui avaient adoré, des gens qui avaient un petit peu moins aimé. Et j'espérais vraiment que j'allais aimer ce livre, et plus je lisais, plus je me disais mais au secours, non. Dans La cabane aux confins du monde, on suit un couple qui va se faire en gros prendre en otage, séquestré par un groupe d'individus. Un groupe d'individus qui leur dit que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont besoin de leur aide, de ce couple, de cette petite famille, parce que le couple a aussi un enfant. Ils ont besoin de leur aide pour sauver le monde. Et ils ne sont pas là pour leur faire du mal. Ils sont pas là pour leur faire peur, même si c'est quand même le cas, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent les aider à sauver le monde. Et là, je vous conseille de passer tout de suite à la question suivante, si vous voulez pas que je vous spoile la raison de ma déception maintenant. Mais en gros, cette intrigue repose encore une fois sur des idéologies religieuses et sectaires, et sur... Voilà, sur ce truc qu'on voit tout le temps dans les romans américains de l'illumination divine et il faut suivre la parole de Dieu, et j'ai eu des visions et je dois faire ci et je dois faire ça. Enfin moi je l'ai lu comme ça de manière très terre à terre, très bateau, et ça m'a gavé. Voilà, parce que c'est pas très original. À un moment donné il faut faire autre chose. La plus grosse surprise de ce début d'année, je dirais pas que c'est une énorme surprise, mais c'est vrai que je pense que je m'attendais pas spécialement à aimer autant ce roman graphique, c'est Coven de Taous Merakchi et Dacofi Time, que j'ai lu en début d'année. Je l'avais acheté un petit peu par hasard en librairie, il venait de sortir, j'en avais encore pas du tout entendu parler. Et on suit encore une fois 4 filles, je crois, je sais plus si elles sont 4 ou 5, 4 copines qui vont renouer les liens parce qu'elles veulent absolument protéger un arbre multicentenaire de leur parc, enfin dans leur ville, qui est menacé d'être abattu. Et en fait, un petit peu naïvement et un petit peu sans y croire, elles vont faire un genre de rituel magique qui va fonctionner, mais qui va réveiller des forces un petit peu dangereuses. Et donc il va leur arriver quelques mésaventures. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que les dessins étaient hyper agréables, les couleurs étaient magnifiques, les personnages hyper intéressantes, hyper attachantes, toutes ces filles. Vraiment j'ai passé un super bon moment, je l'ai lu d'une traite. Et c'était un petit coup de cœur, vraiment un 5 étoiles. Je dois vous parler d'un nouveau personnage préféré et d'un crush littéraire.
Je pense que les personnages que j'ai préférés cette année, c'est encore une fois mes petites Paper Girls, sans surprise. Je les adore, elles sont trop mignonnes. Elles sont courageuses, elles sont aventureuses. Bref, on aura compris, je suis fan. Et en crush livresque, je crush pas trop, je me rends compte sur les personnages de livres, mais si je devais choisir, je pense que mon crush c'est quand même Adeline dans les archives de Rochard. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Kaladin, mais moi je kiffe Adeline. Je l'adore ce mec. Le livre qui m'a fait pleurer cette année, sans surprise, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est Lettre à D de André Gorz, qui est une lettre que l'auteur a écrite à sa femme avant que tous les deux se donnent la mort parce qu'ils étaient extrêmement amoureux et qu'ils ne voulaient pas vivre l'un sans l'autre et que la femme d'André Gorz, Dorine, était très malade. Oh là là, je suis dégoûtée, mon micro a bugué et n'a pas voulu enregistrer toute la première partie de cette vidéo. J'ai parlé pendant 22 minutes, ce qui fait que vous avez eu le vieux son de ma caméra pendant les premières minutes enfin la première partie de cette vidéo. Comme au bon vieux temps, quand j'avais pas de micro. Je suis désolée, mais maintenant c'est le bon son. Là, c'est le bon son. Tout fonctionne, j'ai bien vérifié, j'ai fait des tests et ça devrait aller. Oh, du coup, la différence va être flagrante. Enfin, c'est limite, je me dis, je devrais peut-être tout laisser comme c'était. Enfin bref, mieux vaut un petit peu de bonne qualité que pas du tout. Donc, je parlais de Lettre à D de André Gorz. Bref, vu le thème, vous imaginez bien que ça m'a fait pleurer comme une madeleine. C'est très bien écrit, il y a des passages qui sont vraiment poignants. Puis je me souviens que quand j'ai lu ce bouquin, je l'ai lu d'une traite un soir, j'étais déjà très à fleur de peau. Donc vraiment, la première ligne, j'ai déjà pleuré. J'ai pleuré au milieu, à la fin, tout le temps. Voilà. Moi, c'est typiquement le genre d'histoire qui me ruine, mais j'ai passé un très bon moment en même temps, un moment de poésie, on peut dire. Et après la chialade, un livre qui m'a rendue heureuse. J'ai adoré lire Avril enchanté, que j'ai terminé très récemment, qui est plutôt une lecture printanière, puisque ça se passe pendant le mois d'avril, mais que j'ai lu à la fin du printemps, au début de l'été, et c'était tellement bien. C'était une lecture qui m'a fait rire même, qui m'a rendue heureuse et qui m'a fait rire, parce que je trouve que la plume d'Elisabeth von Arnim est très piquante, vachement dans l'ironie du sort, un peu dans le... Je sais pas, c'est malicieux, c'est un peu taquin. J'ai adoré cette histoire de deux femmes, deux jeunes londoniennes, qui trouvent une petite annonce dans le journal. Ça se passe dans les années 20, il me semble. Et elles trouvent une petite annonce de location d'une très belle maison, d'un genre de château sur la côte italienne. Elles n'en peuvent plus de leur vie à Londres. Elles sont chacune un petit peu malheureuses dans leur couple. Et elles se disent, on va inventer un gros mytho à nos maris respectifs et on va partir. Et pour encore diviser un petit peu les frais de location, de gestion, les charges et tout, elle recrute en gros deux autres femmes pour venir en vacances avec elle. Et donc elle se retrouve à 4, des femmes qui ne se connaissent pas à la base, à passer des vacances ensemble dans cette maison. Et en fait c'est trop drôle parce que au début, elles peuvent pas trop se blairer toutes. Elles sont toutes venues dans l'optique de passer des vacances, mais seules. Genre... on est dans la même maison, ok, mais on est ensemble pour diviser les charges, mais genre, me parle même pas parce que tu m'intéresses pas. Et puis, bah, évidemment, on voit toutes ces mentalités qui évoluent, toutes ces relations qui évoluent, et le but, c'est aussi de passer un printemps sans les hommes, mais on verra qu'elles vont peut-être pas rester si longtemps que ça sans hommes dans la maison. Et voilà, c'est le récit un peu cocasse, un peu loufoque, mais en même temps touchant de ces 4 femmes pendant le mois d'avril. Et le récit de ce mois d'avril qui va toutes les changer en fait. J'ai adoré, c'était très bien écrit, les descriptions de la végétation, des paysages, de cette ambiance printanière, enfin du printemps qui revient après un long hiver, des vacances et tout. C'était trop bien.
Et puis les personnages m'ont fait mais vraiment mourir de rire. J'ai adoré. Et pour terminer, je vous parle du plus beau livre que j'ai acheté cette année et il s'agit de ma fameuse lecture en cours qui, je pense, va être un énorme coup de cœur. Pour vous dire, je l'ai commencé avant-hier à peine et en moins de 24 heures, j'avais déjà dévoré 150 pages. Ah, je vous disais, la panne de lecture, c'est fini. Il s'agit de, c'est le seul que je montre d'ailleurs, parce que c'est le seul qui est à côté de moi, Zephyr Alabama de Robert McCammon, le même auteur qui a écrit Swan Song, et c'est toujours publié chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est notre lecture du book club de cet été. On a décidé de faire la lecture pendant 2 mois, déjà parce que c'est un très gros livre, et que parce que pendant l'été, je pense qu'on est tous un petit peu au ralenti. Ça va nous permettre de ne pas se mettre la pression, même si on ne se met jamais la pression, mais de pouvoir le lire tranquillement, que ce soit en juillet, en août ou les deux, si on est un petit peu plus lent. Parce que mine de rien, c'est une énorme brique qui fait presque 700 pages. Et c'est un livre qui m'intrigue depuis sa sortie, mais en même temps que j'avais jamais réellement eu très envie de lire, parce que c'est bête, mais j'arrivais pas à le caser dans un genre. J'arrivais pas à le faire entrer dans une case, et du coup je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que c'était un livre jeunesse, un peu tranche de vie? Est-ce que c'était un roman d'apprentissage? Est-ce que... Je savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que je commence à en voir des avis qui disaient qu'en fait c'était un roman alors parfait pour l'été déjà, donc trop contente de le lire maintenant, et qui a une dimension carrément fantastique et presque même horrifique. Et, et je ne regrette pas qu'on l'ait choisi pour le book club de cet été, parce que il a des avis incroyables. J'ai l'impression que tous les gens qui l'ont lu l'ont adoré, et je pense que je ne vais pas faire exception à la règle, parce que à peine 160 pages de ma lecture, je sens déjà le coup de cœur, et ça m'avait manqué ce sentiment de commencer un livre et de sentir immédiatement que ça va être un bonheur. Et en fait, j'adore ce livre parce que dès le début, l'ambiance est un peu à la croisée d'un Blackwater et d'un Nuit d'été de Dan Simmons, parce qu'on suit un jeune garçon qui s'appelle Cory. Ça se passe dans les années 60, comme Nuit d'été de Dan Simmons. Et Cory, un matin où il aide son père dans sa tournée de, de livraison de lait, puisqu'il est laitier. Je ne sais plus comment on dit. Mais bref, un matin qu'ils sont sur la route tous les deux, ils sont témoins d'un accident de la route. Il y a une voiture qui fonce droit dans le lac de leur ville. Et le père de Cory s'arrête immédiatement et va essayer de porter secours au conducteur de la voiture. Il plonge dans le lac et il s'aperçoit que la personne est déjà décédée, que l'homme qui conduisait la voiture, il est tout nu, qu'il a été massacré, son visage est tuméfié, enfin horrible, qu'il a une corde autour du cou et qu'il est menotté au volant. Et à partir de ce moment qui bouleverse leur vie, et à partir de ce moment où ils se rendent compte qu'il y a eu un meurtre dans leur ville, alors même qu'on ne sait pas qui est cette victime, et qu'on ne sait pas non plus pourquoi ce mec a été assassiné, ni par qui, ni comment, ni... on ne sait rien. Il va commencer à se passer des choses étranges, et là où j'en suis, j'en suis encore au début. Mais mine de rien, on va suivre la vie de Cory, qui essaie de reprendre le cours de sa vie justement, et sa famille, et toute cette ville. Mais en toile de fond, on a toujours ce drame, et on a des événements du coup qui vont commencer à s'accumuler, qui sont un peu étranges, qui sont fantastiques, qui sont un peu horrifiques, et c'est trop bien. C'est trop bien, et je trouve qu'il y a une ambiance à la Blackwater parce que ça se passe en Alabama, comme Blackwater, il me semble, hein, Perdido, Alabama, ouais. On a l'omniprésence de ce lac et aussi d'une rivière dans laquelle il y a visiblement un genre de monstre marin terrifiant. On est dans les années 60, alors Blackwater commence dans les années 20, mais
ça s'étale sur tellement d'années qu'on a une ambiance qui ressemble, quoi. Voilà, le sud des États-Unis, la rivière, euh, ces gens qui vivent leur vie, tous ces personnages hyper intéressants, et puis Nuit d'été parce que bah, ce jeune garçon avec son vélo, avec ses potes et ces espèces de trucs fantastiques et étranges qui se produisent. J'adore vraiment, j'espère que je vais adorer jusqu'à la fin, mais pour l'instant c'est vraiment bien parti. Et voilà, trop bien de lire un livre qu'on n'a pas envie de lâcher, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce bilan de mi-année. Je suis très curieuse de savoir quel a été votre plus grand coup de cœur de l'année jusqu'à présent. J'ai besoin de recommandations coup de cœur, même si j'ai quand même pas mal de trucs du coup à lire dans ma bibliothèque, vu que j'ai accumulé pas mal de choses sans les lire. Mais une petite reco coup de cœur, je prends. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, je vous souhaite un très bel été. Je pense que je vous reverrai quand même d'ici la fin de l'été. J'ai envie de filmer une palle de l'été, même si c'est peut-être un petit peu tard et qu'il y en a peut-être beaucoup eu. Je pense que je vais quand même faire ça très bientôt. Et puis, bah, du coup, je vous retrouve, je l'espère, sans trop tarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bye.